Les régions arctiques et antarctiques sont particulièrement réactives au réchauffement du climat de la Terre. Aujourd'hui, je vais tenter de définir ce que sont les mondes arctiques, puis d'y analyser les conséquences de l'évolution du climat. Parce que dans cette région, le réchauffement, ce n'est pas une prévision, c'est un constat. Voici tout d'abord un ciel de nuit au-dessus de l'hémisphère nord. Arctique, cela vient du grec « arctos », qui signifie « ours », par référence à la petite ours avec son étoile polaire que l'on voit ici, juste à la verticale de l'axe de rotation de la Terre, c'est-à-dire le pôle nord géographique. Définir l'Arctique, ce n'est pas simple, les critères peuvent varier. Un géologue, un géographe, un glaciologue, un météorologiste, un biologiste n'auront pas tous la même définition. Pour le géographe, et d'ailleurs pour la plupart d'entre nous, la zone arctique commence au cercle polaire, situé à 2606 km du pôle Nord. Ce cercle correspond à la limite à partir de laquelle le Soleil ne se couche pas lors du solstice d'été le 21 juin et ne se lève plus au solstice d'hiver le 21 décembre. Pour un météorologue, ce sera la ligne des 10 degrés en été, car c'est cette variation de température qui décide de la présence des arbres. 10 degrés, c'est la différence entre la taïga, où poussent les conifères, et la toundra, où il n'y a que des mousses et de l'herbe. Cette ligne isotherme convient aussi aux biologistes, car avec ce changement de végétation vient le changement des écosystèmes et la présence d'une faune et d'une flore arctiques. Pour la faune, on a les ours polaires, le renard, le loup, les bernaches, les sternes. Et puis enfin, pour le géologue, le critère, c'est le sol, qui reste gelé toute l'année. C'est cela ce qu'on appelle le permafrost. En français, on dit pergélisol. Voilà comment on peut définir cette zone arctique. En fait, elle est immense, près de 21 millions de kilomètres carrés, soit 3 fois le continent australien, et au centre se trouve l'océan glacial arctique. Car au sommet de notre Terre, il n'y a pas de continent, il y a un océan. Cet océan gèle, il est couvert par la banquise, dont on voit l'extension en été, puis l'extension en hiver. La banquise, c'est de l'eau salée qui a gelé, alors que les icebergs sont des morceaux de glace détachés d'un glacier, donc formés d'eau douce. Le pôle Nord est sur l'océan glacial arctique, c'est l'axe de rotation de la Terre placé sur la banquise permanente, avec en dessous des fosses pouvant aller jusqu'à 4000 mètres de fond. Alors à qui appartient le pôle Nord? Faisons le tour des États riverains. L'Alaska, qui est américaine, le Canada, le Groenland, couverte par la plus grande calotte glaciaire du monde après celle de l'Antarctique. L'île est sous souveraineté du Danemark. L'Islande, mais notez qu'elle est juste en dessous du cercle polaire. Puis la Norvège, qui a la souveraineté sur l'archipel du Spitzberg. La Suède, la Finlande et, dans le prolongement, la Russie. Sur cette surface océanique solide, sur laquelle on peut se déplacer et sous laquelle les sous-marins peuvent se cacher, les États ont voulu projeter leur souveraineté avec des logiques variables selon les États. Sécurité écologique pour le Canada, stratégique et économique pour les Américains, les Russes, économique pour les Norvégiens. Et suivant différents traités, notamment celui de Paris en 1920, puis la Convention de Montego Bay sur les océans, chaque État riverain prolonge sa souveraineté sur l'océan de 200 000 nautiques. La zone du pôle Nord géographique se trouve donc en zone internationale. Maintenant, qui sont les hommes vivant dans une géographie si difficile? En Russie sibérienne, les Nénets, les Evenks, les Khantis, les Evens, les Tchoukts, les Mansis. En Europe, les Sams, vous savez que le terme de Lapon est péjoratif, ce sont des éleveurs de rennes qui vivent en Finlande, en Suède, en Norvège. Et puis bien sûr, le peuple inuit, réparti en plusieurs groupes mais formant une famille linguistique, avec les Inuits de l'Arctique canadien, les Kalaallites au Groenland, les Inupiaq en Alaska du Nord, les Yupik en Alaska du Sud, présents aussi en Sibérie, et puis enfin les Aléoutes, soit un peuple de 105 000 personnes au total, sur un peu plus de 600 000 habitants pour tout le pourtour de l'Arctique. Ces peuples de l'Arctique occupent souvent des territoires immenses, discontinus. Ils vivent en petites communautés villageoises, non reliées entre elles par des routes.
L'océan gelé ne permet pas non plus les communications. Ces peuples vivent donc isolés les uns des autres. Et l'on a très peu le phénomène de regroupement par et autour de la ville, comme dans la plupart des autres régions du monde. Peu de grandes villes dans l'Arctique. Point Barrow, en Alaska, 4500 habitants. Iqaluit, capitale du Nunavut canadien, 6000 habitants. Nuuk, capitale du Groenland, 14 000. Tromsø, en Norvège, 63 000 habitants. Rovaniemi, en Finlande, 58 000. Mourmansk, dans la péninsule russe de Kola, 410 000 habitants. Norilsk, en Russie, 130 000 habitants. Providenia, port pétrolier russe de 8 000 habitants. Alors de quoi vivent ces hommes? Pas d'agriculture, pas d'exploitation forestière. La survie de ces peuples autour de l'Arctique a été rendue possible par la traque du gibier migrateur, donc par un mode de vie fondé sur le nomadisme. Chasse, pêche, aujourd'hui un peu de tourisme. Au sein de cette géographie déterminante, les hommes ont su trouver un équilibre pour s'établir. Mais cet équilibre aujourd'hui est rompu, car les choses sont en train de changer et de changer radicalement. Pour les incrédules, le réchauffement du climat reste une hypothèse. Or, il est une réalité tangible pour ceux qui vivent dans ces régions depuis, disons, une vingtaine d'années. Alors, des exemples. Regardez ces photos. On voit nettement le retrait des glaciers. Voici maintenant une carte de l'océan glacial arctique en 1994, montrant l'extension de la banquise au mois d'août, et cette même extension en 2004, 10 ans plus tard. Les peuples riverains constatent que cette banquise diminue en épaisseur, en durée de présence, en superficie. Les calculs estiment qu'elle diminuerait de 3% en volume par an depuis à peu près 1970. On a donc ici, grandeur nature, les effets du réchauffement du climat de notre Terre, avec au moins 3 conséquences s'enchaînant les unes les autres. D'abord la migration des espèces, car la raréfaction de la banquise entraîne la réorganisation de la chaîne alimentaire, parce que les poissons qui suivent la banquise sont suivis par les oiseaux, par les phoques, donc par les rennes et par les ours. Deuxièmement, avec l'augmentation de la période estivale, on a le développement du tourisme. Les ours se raréfient à cause de la fonte de la banquise, or la chasse à l'ours rapporte. S'ils sont plus rares, le prix d'une chasse à l'ours augmente encore. Troisièmement, avec le réchauffement, le permafrost, donc le sol qui était gelé en permanence, fond. En Alaska, le village côtier de Shishmaref s'effondre sous l'effet d'un double phénomène. La banquise se forme plus tard et fond plus tôt. Les côtes donc sont moins protégées, moins longtemps, et l'érosion côtière s'accélère. Le sol qui était gelé en permanence dégèle en surface, rendant instables les constructions sur pilotis, et les maisons s'enfoncent. En 2006, les 600 habitants du village ont commencé à être déplacés vers l'intérieur des terres. Or, ces villageois sont des pêcheurs, habitués à vivre sur les côtes. Avec la fonte du permafrost, il y a augmentation des zones humides, car l'eau ne peut pas s'évacuer par en dessous. Donc on a libération de la tourbe, elle-même produisant du CO2, et à terme, on peut avoir l'apparition des moustiques. Donc on comprend bien les enchaînements, cette mutation spatiale qui entraîne une mutation sociale et une mutation économique. Les minerais sont nombreux dans la région, même si elle est géologiquement mal connue. On a du charbon au Spitzberg, du pétrole en Alaska, du diamant, du nickel, du cuivre, du zinc, de l'or, du pétrole au Canada, du gaz et du pétrole en Norvège, de l'or, de l'étain, du diamant, du gaz en Russie. Et du fait de ce réchauffement, d'autres zones de minerais vont devenir accessibles, de nouveaux territoires vont être ouverts à la prospection, et leur exploitation aura elle-même de nouveaux impacts sur l'environnement, puisque leur évacuation sera facilitée par la fonte des glaces. Que peut-on retenir de cette brève démonstration? La zone arctique, dans ce fort déterminisme géographique que je vous ai décrit, est très frappée par les conséquences du réchauffement du climat dans tous les domaines, on l'a compris. Des années polaires internationales ont déjà eu lieu, il y en a eu 4, une en 1883, une autre en 1932, puis 1957-58, et celle qui commence cette année réunit quelques 70 pays qui ont décidé de faire un effort budgétaire important pour accélérer nos connaissances dans les sciences de l'atmosphère, les océans, les glaces, l'évolution du climat et celle des hommes dans leur milieu naturel. Alors évidemment, elle tombe à point nommé, car ce monde de l'Arctique est en pleine mutation,
Elle aidera peut-être à mieux protéger ces hommes dans leur environnement fragile.